Premièrement, bienvenue à tout le monde à Evolve Digital. Aujourd'hui, super rencontre avec Frédéric qui va nous présenter sa présentation aujourd'hui. Donc, Frédéric, directeur de création chez Leroy, qui est avec nous ce matin. Donc, le sujet, on voit un peu ici la 3D dans le vrai monde. Donc, vraiment, on va essayer de s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Est-ce que la 3D peut vraiment servir à l'expérience utilisateur? Donc, notamment avec WebGL. Donc, on a vraiment Frédéric qui va tenter d'y répondre aujourd'hui, ou au moins d'amener des pistes de discussion et avec certains exemples concrets. Donc, je vais laisser un peu de place à Frédéric, puis à la fin, on aura une petite période de questions pour tous et chacun, si vous en avez. Donc, merci, mon cher. Allô, tout le monde, c'est un volume acceptable? Tout le monde m'entend bien? Léa fait signe que oui. Yes. Alors, salut tout le monde. Je suis bien content d'être là. Merci Evolving Web de recevoir, puis l'événement, c'est super. Comme mon collègue ici vous a dit, je vais parler de UX et de 3D, puis le point de connexion de ces deux disciplines-là. C'est vrai que c'est un point intéressant parce que souvent que le 3D, puis on va le voir dans différents contextes, ça risque d'être utilisé comme un wow effect, qu'on vient faire un slider qui plie l'écran, whatever. Donc, pas nécessairement toujours de la valeur, mais il y a vraiment des concepts concrets au travers de la 3D qui peut nous aider à faire des expériences utilisateurs relevées, que ce soit en immersion, que ce soit en B2B ou en B2C, puis c'est un peu ça qu'on va parcourir aussi ensemble aujourd'hui. Je crois sincèrement que la 3D, c'est ce langage-là, parce que c'est un langage en soi que les designers connaissent peu, mais qui devraient connaître plus, en se l'appropriant, on est capable de l'utiliser pour mieux faire comprendre, mieux raconter des histoires, puis ultimement même vendre des produits concrètement par le web. Donc, faire sonner la petite caisse, comme j'aime dire. Donc, petit topo rapide sur moi avant d'aller trop loin. Directeur de création chez Leroy, on en a parlé. Je fais 20 ans, je fais du design, je touche un peu à tout, je fais beaucoup de motion, ces temps-ci énormément de AI. Donc, j'ai toujours été dans le côté tech du design numérique. Puis, c'est pour ça aussi que, quand j'ai joint Leroy, qui avait déjà un lab de 3D, ça m'a permis vraiment d'aller toucher et d'explorer certains projets qui sont plus immersifs. Puis après ça, on a transformé ça en des projets plus concrets qu'on va regarder aujourd'hui. Leroy, vite fait, petit topo, on est 35, tout le monde a un cœur digital, c'est vraiment le core de la business. On fait du branding, du contenu, puis des expériences numériques de tous les types, de l'application à l'immersion, à de l'institutionnel, puis à du corporate B2B, on en fait beaucoup. Fait qu'on touche vraiment un peu à tout, c'est le fun, ça me permet d'avoir différents skills de numérique. Puis pour démontrer un peu ce qu'on fait, j'ai apporté le petit reel sur lequel j'ai travaillé, donc le son sera ce qui est. Ça, c'est notre recap de l'année dernière. On l'a pas vu passer, des petits enjeux de publication, mais fait que je le mets partout quand je peux. Il y a souvent des gens qui se posent la question pourquoi tu me parles de 3D en 2025, c'est pas nécessairement nouveau. La technologie est là depuis quelques années. Comme je dis, on le voit surtout dans des expériences immersives. Je crois qu'on arrive dans un moment où cette technologie-là va basculer. Si on suit le cycle d'une technologie habituelle, ça part d'un truc de geek, on se l'approprie, on le standardise, puis après ça devient une commodité, puis on l'utilise à gauche puis à droite facilement. C'est plus une novelty, on passe à la prochaine. Donc, je pense qu'on arrive à ce moment-là où on va passer de l'adoption à la banalisation. Avec tout ce qui arrive en AI, tous les différents techs, puis les différents logiciels qui arrivent sur le marché, ça va vraiment nous baisser les barrières techniques, autant en design qu'en développement. Puis on va le voir de plus en plus, puis ça va même être le tremplin pour le futur web. On le voit arriver avec Vision OS et des trucs du genre les casques de VR. Un jour, ça va pogner, mais le langage de AR puis de VR et le langage 3D, il se définit maintenant. Donc, c'est en l'utilisant maintenant qu'on va apprendre comment faire le web du futur. Fait que c'est un peu un résultat de... je vous package un peu mes apprentissages à travers de cette présentation-là pour ultimement vous inspirer à jumper in puis à jouer avec ça, maintenant que les barrières tombent. Je propose de regarder ça sur 3 grands angles. Accès utilisateur, accès utilisateur, les 3. Comment qu'on va taper dans l'émotion, comment qu'on va taper dans un discours de vente, puis comment qu'on fait sonner la petite caisse. Fait que c'est connecté.
Puis c'est ça. Donc, quand on pense à créer de l'émotion sur l'Internet, c'est un concept un peu abstrait, mais c'est un concept qui peut vraiment être super puissant quand on le maîtrise dans le bon contexte. Donc, créer une expérience qui est mémorable, ça peut être difficile dans un web plat où on fait juste mettre de l'information, mais si on passe dans le monde immersif, ben là, on a accès à des couches sensorielles beaucoup plus profondes, puis qu'on peut aller venir créer des souvenirs ou marquer un moment chez l'utilisateur. Et on a accès à des nouveaux sets d'outils qu'on n'a pas dans un web traditionnel. On peut tourner, on peut s'immerger, on peut taponner, on peut tester. Donc, tout ça apporte une interactivité vraiment plus grande qui nous permet de marquer les gens puis de capter leur attention. C'est un peu le premier concept que je veux démontrer ici. Vous allez voir, chacun de mes petits concepts va être supporté d'un projet pour appuyer mes points. Fait que capter l'attention, le 3D, étant donné sa nature plus diverse, plus, je dirais, plus nouvelle, là, pour ceux qui en voient moins, ça peut vraiment aller chercher l'utilisateur. Puis on l'a vu dans un projet comme, moi je l'appelle le projet de la chouette, ou nos clients l'appellent le projet de la chouette. Les clients nous appellent, ils nous en parlent. Ils l'ont vécu sur Internet au travers de nos posts. Ça leur a marqué, puis pourtant, c'est un storytelling relativement banal, avec des points d'interactivité intéressants, qui fait que les gens s'en souviennent. Fait que je vous montre rapidement, en accéléré, c'est un survol de la ville de Montréal, de nos points d'intérêt intéressants, puis au travers de ça, on a créé des moments forts qui viennent vraiment capter l'attention, puis on les a distribués tout au long de l'expérience. Le premier, on vient de le voir, c'est le passage de la grosse typo, illustration 3D à une immersion dans une scène. Puis ce moment-là, je pense que c'est ça qui hook les gens dès le départ, puis qui donne leur goût de continuer à explorer le truc. On a des différents points d'intérêt qui créent des petites blagounettes, des petites interactions le fun, puis encore une fois, qui donnent le goût d'aller les découvrir. Puis après ça, on a des transitions entre les différentes scènes qui sont aussi immersives. Donc, on garde les gens engagés au travers de ces petites mécaniques-là. Puis ça fait que les temps de navigation sont surprenamment très élevés. Puis comme je vous dis, les gens nous en parlent de ce projet-là, puis ils viennent nous voir. Le projet de la chouette, il est où? C'est malade, on peut faire ça pour nous, tu sais. Fait que je pense que les gens aussi aiment se transporter. On écoute des films, on écoute des séries, tout ça. On se transporte dans des univers. La 3D, c'est ce qu'elle peut faire, contrairement à un web plat, tu sais. On peut créer un monde, on peut participer à un monde qui est beaucoup plus grand que juste une planche web. On n'est pas spectateur, on vit quelque chose. Puis ça vient taper dans l'émotion puis dans le souvenir. Puis une petite exploration qu'on a faite dernièrement, c'est pas un projet fini, mais on a vraiment créé une scène hyper immersive. Puis le but ultime, c'était juste de nous jouer avec les engins AI pour faire apparaître ce singe-là puis de le modéliser. Donc quand je parlais des barrières techniques qui tombent, la modélisation a été faite à partir d'un screenshot boiteux d'un logo désigné de singe. Puis finalement, on est capable de l'importer dans une scène 3D complexe puis de le faire vivre. Ça, c'est vraiment le début en plus et le balbutiement de ces techs-là. Fait que dans les prochaines années, on va être capable de générer des scènes extrêmement complexes avec de la 3D générative. On va pouvoir passer ça à un autre niveau en termes de performance. Ça devient vraiment un outil qui va dépasser les limites de ce qu'on connaît du web actuel. Pause. Dans ces scènes immersives-là, on est encore dans l'immersion. Il y a de quoi qui se passe, le temps s'arrête un peu. Si on a le bon mindset de l'utilisateur, quand l'utilisateur arrive sur ces plateformes immersives-là, on est capable de capter leur attention. Puis, le meilleur exemple, c'est notre projet Atmos, qui, ultimement, c'est un projet où on va présenter 10 faits sur l'aviation qui nous font triper. Tu mets ça sur une page web, tu as littéralement 4 secondes d'engagement et c'est parti, c'est fini. Avec un projet comme ça, on est encore, je regardais les stats cette semaine, des milliers d'utilisateurs dans les derniers mois, c'est pas des dizaines de milliers, et c'est 1 minute et demie de moyenne de navigation. Les gens veulent se rendre à la fin. Je pense qu'il aide à ça, c'est le fait qu'on a mis un chemin, qu'on voit qu'il y a une direction, puis on sait qu'il va y avoir quelque chose au bout, ou on espère, on va être déçus si on l'a pas. Ça, c'est vraiment puissant, puis ça fait que les gens on est capable de les retenir, puis on est dans un air où on met des shorts, des résumés de nos TikTok dans nos TikTok pour que les gens écoutent le TikTok.
D'autres, on fait des minutes et demie d'engagement avec des gens qui sont intéressés. Fait que c'est vraiment dans un moment où l'attention est coûteuse, est précieuse, ben, tout le côté du web immersif peut être vraiment un tremplin super intéressant pour des marques. Puis cette dopamine-là qu'on a à la fin du parcours, on peut l'apporter encore plus loin parce que tout ce qui dit 3D dit gaming, dit gamification. Je suis certain qu'il y a des gens dans la salle qui ont essayé de gamifier quelque chose ou qui ont parlé de gamification dernièrement. Bien, évidemment, quand on arrive dans le 3D, puis que là, on se rapproche de plus en plus du côté jeu vidéo, là, on est rendu du côté où on a un engagement fort. Puis les gens vont se souvenir de ces engagements-là parce qu'ils sont divertis, parce qu'ils prennent action à l'intérieur de ces environnements-là. Puis, meilleur exemple, c'est le projet de basket qu'on a fait. Donner un timer, un set de points, puis un contrôle facile, puis vous venez de faire perdre 15 minutes à tout le monde à l'agence. Parce que tout le monde va vouloir se compétitionner, tout le monde va vouloir participer, ça va se partager. Puis des grandes marques comme Gucci et compagnie, on tape là-dedans depuis des années en faisant des micro-expériences, relativement jetables, on va se le dire, là, on ne se le cachera pas, mais qui, le temps d'un moment, le temps d'une campagne, va nous permettre d'engager avec les gens, puis de les mettre dans notre expérience. Je souligne ma piètre performance quand j'ai fait mon screen cap. C'était pas ma meilleure. Donc ça, c'est le côté immersif, c'est le côté attendu que tout le monde avait en tête en regardant le 3D. Mais les apprentissages qu'on a fait dans notre lab, en faisant tous ces projets-là, ont été capables de les transporter dans le code beaucoup plus concret, puis de beaucoup de plus ancrés dans nos projets de la réalité. On fait beaucoup de projets B2B, tantôt que je parlais, B2C, bien, ces apprentissages-là sont transférables dans ces contextes-là. Comprendre au travers de l'interaction, quand on peut toucher, manipuler, c'est vraiment plus puissant, puis ça nous permet d'aller vraiment plus loin dans connaître comment les choses vont fonctionner. Par exemple, vous allez dans un magasin, vous n'avez pas besoin de personne pour vous rendre compte comment qu'un produit que vous n'avez jamais vu de votre vie va fonctionner. Puis ça, c'est à cause qu'on peut le toucher, on peut le prendre, on peut le voir. Bien, le 3D nous rapproche de ça. C'est pas pareil, mais ça nous fait un pas vers l'avant. Ça nous permet de rendre l'information beaucoup plus intuitive. Premier contexte, c'est qu'on est capable de diriger. Donc, l'équivalent d'un pitch de vente d'une personne qui serait là et qui t'accompagnerait dans un magasin de cabinet en métal industriel modulaire, bien, on est capable de faire le pitch de vente de la personne en allant isoler des points d'intérêt, en réduisant un peu le load cognitif qu'on va avoir quand on va avoir ce pitch de vente-là, puis de le rendre dynamique. Donc, un cabinet de modulaire industriel n'est pas nécessairement sexy, mais si on vous le présente, les features un par un, au travers d'un scroll, une interaction très minimale, c'est seulement qu'un scroll, mais qu'on vient highlighter nos différents points d'intérêt, bien, ça devient vraiment plus intéressant à consulter. Puis, ça permet aussi à notre client, s'il veut changer de modèle, s'il veut ajuster quelque chose, bien, notre mécanique est déjà en place, on est capable de la transformer puis de le faire sur l'autre produit. Donc, il y a de quoi aussi de réutilisable, qui est plus difficile à faire autrement qu'avec la 3D. Mais ça, c'est très passif comme approche. On peut avoir aussi une approche beaucoup plus interactive, où ce que là, on va prendre le produit, puis je le mets dans la main de la personne. Puis je dis, essaye-le. Puis ça devient encore plus intéressant parce que ça nous permet carrément de faire tomber les barrières puis de le prendre en main. On avait un client qui sont toujours notre client, Acuité, qui, eux, font des lampes industrielles. Puis ils ont un module de lampe qui est bicolore et paramétrable. Puis eux, la façon qu'ils nous en parlaient, c'est les gens voient l'effet visuel au fond du salon, ils viennent nous voir, puis ils capotent quand on leur donne leur contrôle, puis qui permet de paramétrer cette lumière-là. Es-tu capable de faire ça en Internet? C'est un peu ça qu'on a fait ici avec cette plateforme-là. Fait que cette nouvelle flamme-là, ben, on a essayé de la reproduire. Puis là, on a travaillé design, tech, ingénieur photonique pour être sûr d'avoir le bon mélange des couleurs ensemble. Donc, c'est eu un travail de prototypage. On a au moins une dizaine de prototypes là-dedans. Mais avec un UI très simple, on est capable de contrôler et de comprendre l'entièreté du produit sans même avoir écrit une phrase. Donc, ça devient vraiment puissant. Ça permet de voir que si l'effet est pour nous ou pas pour nous. Puis, de la façon qu'on a construit le truc, on change l'angle, on change la couleur, on change la caméra, texture. On aurait pu aller plus loin, mais
c'est là qu'on s'est ramassé à la fin du projet, mais ça a été un super outil pour eux en tant que sur leur site web, mais aussi dans les trade shows, parce que les gens peuvent aller tester ça, pas nécessairement juste au boot, ils peuvent le transporter le test avec eux. Fait que ça devient vraiment un outil de vente, même si c'est B2B, un outil de vente vraiment super intéressant. Ça fait pas sonner la caisse, mais ça fait sonner le téléphone du rep. Il y a des contextes où on va vouloir en tirer profit pour vraiment vendre des trucs. On le voit de plus en plus, là, des builders de cuisine et compagnie. Je viens de refaire ma cuisine, j'ai modélisé ma cuisine 3 fois, puis c'était tellement complexe, il y a tellement de choix à faire que la seule façon de pouvoir synthétiser ces choix-là pour l'utilisateur puis de rendre ça dans une expérience fluide, c'est au travers de la 3D. Parce qu'encore une fois, ça simplifie, ça démontre, puis ça matérialise ces multiples choix-là. Donc, on avait un client on a un client encore aujourd'hui qui, eux, ils font des lampes custom dans Verdun. Fait que c'est vraiment une expérience boutique, une relation de proximité. Et tout leur modèle est à propos de vendre de custom avec des collections de couleurs, un peu comme le fait Pantone et compagnie. Mais on peut tellement customiser les trucs qu'il y a des centaines de milliers de combinaisons possibles. Fait qu'il n'y aurait pas vraiment de moyen de représenter ces combinaisons-là autrement que par un device interactif comme fait avec la 3D. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 3 parcours. Vraiment, un point intéressant, c'est qu'on a créé 3 parcours. Le premier parcours, c'est straight, quick ship, tu personnalises rien, achète, pas de friction. Deuxième parcours, celui qu'on voit à l'écran, on rend custom les couleurs des différentes pièces. On ne change pas les pièces, mais on vient le mettre à son goût. On vient créer notre lampe du Canadien, comme je fais ici pour ma Man Cave. Puis le dernier parcours, c'est un parcours où on peut aller changer carrément la coupole, la longueur, on peut vraiment aller plus loin. Mais l'idée ici, c'était pas de forcer l'utilisateur dans un parcours super complexe, c'était d'offrir la possibilité de faire le parcours qui lui plaît et à quoi il s'attend en termes d'acheteur de lampes. Donc, ça met le point un peu sur le focus. C'est facile de tomber dans le faire pour les mauvaises raisons. Donc, il faut vraiment que ce soit un engin de création de valeur, parce que sinon, on va perdre du temps, on va perdre la performance, on va perdre la performance financière. Mais c'est des leviers qui sont vraiment, vraiment, vraiment puissants si on l'utilise de la bonne façon. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça demain? Je pense qu'on est, comme je disais au début, on est à un point de bascule. S'approprier ces codes-là, ce langage-là technique, 3D, ça va être le tremplin vers le web diffuseur qui va être un peu plus immersif, un peu plus spatial. Il y a des technologies qui arrivent incessamment, qui vont venir apporter ça à un autre niveau. On a le web GPU qui va être le futur du WebGL, au final, qui donne encore plus de puissance, plus de performance, puis qui va nous apporter un rendu pas mal plus proche de ce qui est possible dans les jeux vidéo. Deuxième, c'est le WebXR qui va faire le pont, ça va être notre responsive spatial. Ça va faire le pont entre le web spatial puis nos interfaces traditionnelles, donc accessibles partout, même si on n'a pas un beau casque. Puis après ça, tout ce qui est AI, 3D génératif, ça va devenir des outils tellement puissants pour créer ce contenu-là, créer ces modèles-là, puis de le mettre en application que même les gens à la maison qui sont super no-code vont pouvoir jumper là-dedans. Puis c'est là que ça va vraiment devenir une commodité, mais qui va apporter après ça la 3D à un autre niveau. Puis je pense en tant que designer ou concepteur d'interface ou de produits numériques, c'est important de se mettre les mains dedans, puis c'est notre responsabilité de l'apprendre et de le faire évoluer au lieu de regarder le train passer puis de devoir tout apprendre d'une shot. That's it! Short and sweet. As-tu des questions? Vas-y. Je sortais de la conf de Radio-Can à matin. Ouais. Il parlait des co-responsabilités. Ouais. Je suis curieux de t'entendre par rapport à ça. C'est sûr que... Plus de consommation. Absolument, absolument. Puis je pense que ça revient à faire des choix, en tant que designer, faire des choix importants, de choisir le bon contexte. Mettons, dans le cas du mineur authentique, c'est un exemple, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Puis en fait, puis même le 3D, on load même pas au chargement du produit. On arrive sur une photo
une photo comme, je dirais, photo magazine. Puis quand tu sélectionnes un élément, après, on load le 3D. Puis vraiment, la fin du slider fait comme ça, c'est beaucoup plus performant. Puis si tu n'en as pas de besoin, on ne peut pas achaler avec ça. T'sais, c'est aussi ça, là, c'est de bien comprendre le contexte puis de faire des bons choix. Mais of course que c'est plus énergivore quand même. Et on est un petit peu moins dans l'éco-conception ici. Je suis juste curieux de voir le contraste entre les deux. Oui, mon cher. Je peux t'en parler, mettons, j'adore vraiment ton école du 3D, c'est nice pour les interactions, puis c'est vraiment plus engageant qu'immersif, mais ça reste que c'est un coût 500 fois plus élevé qu'un site web normal. Absolument. Fait que tes clients prennent une forme de risque en faisant ça. Puis comment tu apportes ça aux clients en mode, ça va coûter potentiellement plus cher, puis tu as des grosses chances que ça marche, mais ça se peut que ça marche pas aussi. La vente du 3D commence quasiment dès le départ, dès le pitch. Ah ouais. Presque. Ça va vraiment très très tôt. Plutôt que tu as le hook dans lequel où tu peux apporter de la valeur, mieux c'est parce que pour le vendre aux clients, vu que c'est, comme tu dis, c'est beaucoup plus cher, ben ça y prend un prototype pour le rendre tangible. Fait que nous autres, on commence et on prend du temps de notre bord puis on crée un prototype 1 qui, mettons, le cabinet, il y a eu 9 cabinets différents juste pour avoir la bonne texture, la bonne lumière. C'est pas comme ça que le métal réfléchit tout à fait. Donc, c'est un long travail. Fait qu'il faut vraiment le vendre en amont, mais en même temps, si la valeur est là puis tu es capable de démontrer que ça va être payant, ben les clients, ultimement, ils vont comprendre. Luminaire Authentique, par exemple, elle avait déjà son super custom builder. Elle se rendait compte que les gens, c'était un frein au e-com. Fait que nous autres, on a comme fait, OK, gardons-le, faisons 3 silos différents, 3 flows différents. Puis là, il y a une valeur pour tout le monde, incluant elle-même, qui, elle, ça représente sa business. T'sais. Fait que c'est travailler tôt, puis en itératif, puis pas avoir peur de montrer des protos un peu cabochons, puis bien cadrer ces présentations-là pour que ça soit accepté. Ça répond-tu à ta question? Ben oui, vas-y. Tu sais, mettons, ça fait comme 30-35 ans qu'on essaie de développer des expériences numériques qui sont plus nice versus comme les shit shows qu'il y avait au début. Ouais. Là, les gens commencent à s'habituer, OK, le menu, en théorie, il est à gauche, tu sais, ou il y a un header, il y a un hero banner. Mais tu sais, du 3D, comme l'interaction est vraiment, vraiment différente. Ouais. Penses-tu que les gens vont perdre un peu leur paradigme de navigation comme ça? Au début, je dirais qu'au début, sûrement que oui. Mais tu sais, comme on l'a fait avec le mobile, puis là maintenant tout le monde sait burger. Il fut un temps, on designait, puis hey, t'as pas marqué menu, les gens vont tout savoir. C'est un peu, je pense que ça va passer le même cycle. Ouais, okay. Puis c'est juste plus lent parce que les casques VR, ça n'a pas été un gros. On n'est pas en train de tout avoir un casque présentement aujourd'hui. Fait que tu sais, il y a une adoption plus lente, puis autant point de vue consommateur que point de vue industrie, vu que les barrières techniques sont très élevées. En design, ça prend un spécialiste 3D, il n'a pas tout le temps, un dev créatif n'a pas tout le temps. Là, toutes ces barrières-là vont tomber. Fait que je pense avec ces barrières-là qui tombent, ça va y avoir plus d'adoption, plus de masse. Donc, ce langage-là va évoluer. Puis c'est un peu ça, l'idée derrière mon truc, c'est tu l'apprends maintenant parce que, comme le AI, tu l'apprends maintenant parce que dans 5 ans, ça va être autre chose. Mais là, les fondamentaux, on les crée maintenant. T'sais. Quand tu parlais d'un lab tantôt, ouais. C'est-tu des développeurs front-end, créatifs, 3D, WebGL que vous avez chez... Ouais, principalement 1 ou 2 personnes. Là. Puis initialement, c'était des projets de 1 ou 2 journées. Puis là, soudainement, le projet de la chouette, c'est un peu ça. C'était comment qu'on va plus loin, qu'on prend les learnings du premier puis qu'on essaie de pousser le storytelling plus loin. T'sais. Parce que là, on fait de plus en plus de storytelling. On voulait faire de l'exercice un peu là-dessus. Fait que c'est un peu ça, mais vois-tu, celui-là, il a été beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, parce que là, on avait plus d'ambition, mais c'est tous des projets financés en interne. Pour le début. Après ça, on a été capable de transférer ça en projet payant, client, puis c'est là que... Demander, c'est le lab qui vous a permis d'avoir ces projets-là, ou ouais. vous avez quelques-uns qui rentraient, lab, côté business, c'était plus de pouvoir prouver vos compétences en 3D? Exactement. En fait, de l'apprendre aussi, parce que prouver quelque chose que tu ne connais pas, c'est tough. Fait que de l'apprendre, puis on a fait, mettons, on a beaucoup de projets de lumière, on en a modélisé plusieurs des setups de lumière, où ce qui est super belle, tu peux customiser le petit feutre, puis on les faisait même en avant. Hey, on va voir ce client-là, ça serait pas pire. On voit une opportunité vraiment intéressante. Arrivons avec le proto, tu sais. Puis fait que là, c'est plus une job on met le dev créatif avec le designer. Le designer design très peu. C'est le dev créatif qui prend la création en main beaucoup, mais travaille de pair pour être sûr que ça fit un peu la vision générale. Mais fait que c'est un travail. Je
pense que le design doit leader la tech des fois, puis la tech doit leader le design des fois, puis c'est pas un ou l'autre, c'est les deux, chacun leur moment, puis savoir quand écouter l'autre, je pense que c'est super important. Amen. That's it. Connecté sur LinkedIn ou venez me jaser après. Je suis bien jaseux, puis sur LinkedIn, je suis pas trop bavard, puis je like tout. Fait que, ça va faire l'engagement. Merci tout le monde.